Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, le but de mon intervention ici est de cadrer quelque peu les interventions qui vont avoir lieu après la pause sur des cas concrets. Et donc, je voudrais, avec vous, parcourir le contexte dans lequel l'action des communes s'inscrit face au risque d'inondation. Donc, quelles sont leurs responsabilités, avec quels moyens d'action. Alors, voilà, j'ai identifié, il y en a plus, mais en tout cas, j'ai identifié les principaux points d'accroche des communes avec cette gestion des inondations. On a d'abord la gestion des cours d'eau, donc la gestion des cours d'eau de troisième catégorie. Euh, Ensuite, je vous parlerai aussi de la problématique des coulées de boue, qui concerne aussi cette problématique des inondations. Les communes gèrent aussi le réseau d'égouttage et on sait aussi que cette gestion du réseau d'égouttage joue un rôle dans la prévention des inondations. Et je terminerai par leur rôle en matière d'aménagement du territoire. Alors au niveau de gestion des cours d'eau, donc vous savez que les communes sont gestionnaires des cours d'eau de troisième catégorie. Alors c'est une gestion qui a évolué par rapport à la loi relative aux cours d'eau non navigables. La gestion des cours d'eau est devenue nettement plus complexe, notamment à la suite de la réforme du Code de l'eau, où on voit qu'effectivement, il y a toujours cette gestion hydraulique des cours d'eau, donc cette conservation du libre écoulement des eaux, et la gestion des risques d'inondation, clairement identifiés dans les missions des gestionnaires des cours d'eau, mais on a aussi une gestion qui doit préserver la fonction écologique, et la fonction socio-économique et socio-culturelle. Donc ce sont tous des enjeux qui s'entrecroisent et qui rendent cette gestion des cours d'eau effectivement particulièrement complexe. Alors cette gestion s'inscrit dans un cadre très précis que sont les plans de gestion par district hydrographique et aussi donc les plans de gestion des risques d'inondation qui sont donc élaborés aussi à l'échelle des districts hydrographiques. Et la commune, comme chaque gestionnaire de cours d'eau, doit déterminer les enjeux de chaque secteur de cours d'eau qui sont sous sa responsabilité. Donc les enjeux dont j'ai parlé tantôt doivent être hiérarchisés et en fonction de cette hiérarchisation, la commune va déterminer toute une série d'actions qu'elle va entreprendre sur les secteurs de cours d'eau qui relèvent de sa responsabilité. Alors cette définition des actions qu'elle va entreprendre, forcément, se fait en collaboration, en étroite collaboration avec les autres gestionnaires des cours d'eau non navigables et navigables que sont donc les provinces et la région. Et donc via cette collaboration, les communes donc, déterminent toutes ces actions. Alors, les moyens pour y arriver, mais il y a plusieurs éléments qui aident les communes dans cette mission assez complexe. Donc, on a des organes de coordination, notamment ces comités techniques par sous-bassin hydrographique qui ont été associés à l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation et au sein desquels donc, les communes, en tant que gestionnaires, étaient conviées. On a aussi un outil extrêmement important que sont les contrats de rivière qui permettent aussi cette action coordonnée des gestionnaires de cours d'eau. Vous en aurez une illustration concrète avec l'exemple du contrat de rivière Escolis, qui viendra donc présenter un de leurs projets après la pause. Vous avez aussi l'aide ponctuelle des autres gestionnaires. On a un appui technique souvent des communes. Les communes sont aidées par la province, la région, dans le cadre des travaux qu'elles entreprennent. Et on a aussi un appui des intercommunales de gestion de l'eau qui viennent aussi au service de leur commune. Alors on a un subventionnement qui est prévu pour les travaux qui sont entrepris par les gestionnaires dans le cadre de la gestion de leur cours d'eau, donc notamment des subventions pour le rehaussement de digues, pour l'amélioration hydrologique. Là, on est en attente, donc, de la GEOE. Il y a aussi, donc, je l'ai passé, l'application Paris, donc, qui est vraiment l'application dans laquelle les gestionnaires vont inscrire, c'est une application informatique, vont inscrire leurs actions, et donc notamment des actions qu'on inscrit, que les gestionnaires inscrivent dans les Paris, mais ça peut être par exemple la création d'une zone d'immersion temporaire ou la création d'un bassin d'orage. Vous en aurez des illustrations après la pause. Ça peut être aussi la réouverture de cours d'eau voûtés. Donc toute une série de mesures que l'on peut inscrire donc, dans cette application. Alors les constats, c'est que cette gestion
comme je le disais, est devenue extrêmement complexe, à un tel point qu'elle dépasse souvent l'expertise et les moyens qui sont mis à disposition dans les communes pour assurer cette mission. Et donc, il y a vraiment le besoin assez marqué d'un soutien structurel et non seulement ponctuel de la région sur le plan financier pour le financement des travaux extraordinaires relatifs à la gestion de ces inondations, et aussi un appui technique pour la réalisation des travaux entrepris par les communes. Alors, la coordination entre tous les acteurs est perfectible et l'application Paris est perçue comme aussi trop complexe par les communes, et donc sans doute un bilan de l'élaboration des premiers Paris qui vont être bientôt adoptés. Un bilan de ce processus d'élaboration devrait être fait afin de dégager des pistes d'amélioration. Alors on est aussi en attente de la GOE, notamment pour ce qui concerne justement tout le subventionnement des travaux entrepris par les gestionnaires des cours d'eau, et aussi pour avoir des règles plus claires en ce qui concerne les cours d'eau qui ne sont pas classés. Enfin, les projets de PGDH et de PGRI, ainsi que les Paris d'ailleurs, ont été élaborés avant les inondations, et il y a une nécessité de les adapter rapidement. Alors, je poursuis maintenant avec la lutte contre les coulées de boue, qui est aussi une mission très importante des communes dans la lutte contre les inondations, qui les intéresse tout simplement parce qu'elles sont gestionnaires de l'ordre public, donc ce sont elles qui sont chargées de maintenir l'ordre public, et clairement, la prévention, que ce soit des inondations et des coulées de boue, relève de la police de l'ordre public. Et donc, les communes peuvent aussi ont cette obligation aussi de moyens de prévenir les phénomènes de coulées de boue. Alors vous avez des moyens, c'est le règlement du Conseil, en général utilisé plutôt pour faire des accords avec les agriculteurs. Donc le Conseil va habiliter le collège à conclure des conventions avec les agriculteurs pour qu'ils installent des aménagements anti-érosifs sur leurs parcelles ou adoptent certaines pratiques. On a l'arrêté du bourgmestre qui est souvent la voie contraignante. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir l'accord avec les personnes concernées, le bourgmestre peut imposer certaines mesures destinées à limiter les coulées de boue, et on a des arrêtés qui ont été adoptés par des bourgmestres et qui passent l'épreuve du Conseil d'État. Donc il y a une voie d'action aussi lorsque voilà, on n'arrive pas à avoir d'accord. On a un AGOE de 2007 qui prévoit un subventionnement pour les travaux réalisés par les communes sur leur propre terrain, et aussi pour l'acquisition de terrain dans le cadre donc de cette prévention des coulées de boue. Et on a aussi un appui crucial de la cellule GISER qui permet aux communes d'y voir plus clair sur les actes et travaux qui doivent être réalisés ou imposés. Il y a néanmoins un manque de cadre réglementaire plus précis. La police générale n'est sans doute pas le meilleur moyen de s'attaquer à cette problématique, et le Code de l'agriculture permet ce cadre, mais n'a pas encore été utilisé pour ce faire. On a aussi une difficulté d'identification des agriculteurs qui sont situés, qui occupent les parcelles, et il serait aussi très important de permettre aux communes d'accéder directement au SIGEC pour pouvoir trouver plus rapidement leurs interlocuteurs. Alors au niveau de l'entretien des égouts, qui est une compétence importante des communes, vous savez donc que les égouts ont des conséquences aussi en termes d'inondation. Lorsqu'ils sont mal entretenus, ils peuvent générer des débordements, et donc la commune est chargée de cet entretien des égouts, ceux dont elle est propriétaire, mais ceux également qui ont été posés par la SPGE en vertu de leurs compétences en matière de salubrité, et aussi en vertu du contrat d'égouttage, et donc via des endoscopies, des curages, des repérages des travaux de réfection à réaliser, en collaboration avec l'organisme d'assainissement agréé, les communes règlent cette problématique. Le problème, c'est que ce réseau est extrêmement vaste et ne fait pas l'objet d'un cadastre qui est à jour. Donc il y a une certaine méconnaissance de sa localisation en partie, et également de son état. Cet entretien représente une charge financière considérable, ça implique des moyens techniques assez importants, et donc l'aide de la SPGE, l'aide que la SPGE apporte aux communes et va encore apporter aux communes avec la collaboration des organismes d'assainissement agréés, s'avère particulièrement précieuse, et M. Jean-Luc Lejeune de la SPGE pourra vous en dire plus. Alors j'en termine avec l'aménagement du territoire, où là, on l'a dit à maintes reprises, c'est un aspect crucial forcément de la prévention des inondations, et les communes jouent un rôle très important en matière d'aménagement du territoire, puisqu'elles élaborent des outils
des outils d'aménagement du territoire, hein, les schémas de développement communaux, le schéma d'orientation locale, les guides. Et donc tous ces outils permettent de prévoir des mesures de prévention des inondations et de rendre aussi le territoire plus résilient. Via un schéma, vous pouvez prévoir des zones non aedificandi, vous pouvez prévoir des zones qui vont être réservées à l'aménagement de zones d'immersion temporaire. Dans un guide communal d'urbanisme, vous pouvez aussi prévoir des mesures qui concernent l'implantation des bâtiments, les matériaux qui vont être utilisés. Donc tous des éléments qui permettent de s'attaquer à la problématique des inondations. Et puis vous avez aussi la délivrance des autorisations, la délivrance des permis d'urbanisme. La commune doit veiller à ce que les projets n'aggravent pas le risque d'inondation, mais aussi que les projets soient adaptés à la survenance d'inondations lorsqu'elles arrivent. Et donc, il y a toute une série aussi de choses que les communes peuvent faire. Elles peuvent refuser lorsque c'est complètement incompatible avec ce risque, mais elles peuvent aussi imposer des conditions telles que des citernes à eau de pluie, des matériaux perméables, des bassins d'orage dans le cadre des permis d'urbanisation. Alors pour tout ça, les communes sont aidées premièrement par la carte de l'aléa d'inondation et du ruissellement concentré qui permet d'objectiver les projets qui vont être concernés par cette problématique. On a l'aide précieuse des instances consultatives qui doivent être obligatoirement consultées dans toute une série d'hypothèses relatives justement à ce risque d'inondation et qui peuvent aussi être consultées de façon volontaire par les communes en dehors de ces cas. Donc les gestionnaires de cours d'eau, la cellule GISER et la cellule aménagement environnement du SPOE. Et puis on en a déjà parlé, la circulaire sur la constructibilité en zone inondable, donc qui prévoit notamment toute une série de documents complémentaires à rajouter aux demandes de base pour pouvoir éclairer davantage les communes sur les impositions qui doivent être prévues pour rendre le projet compatible avec la problématique inondation. Alors, au niveau des constats, on remarque que de très nombreux permis sont quand même concernés par cette problématique des inondations et les instances d'avis n'ont pas toujours le temps de traiter toutes les demandes et donc il faut vraiment veiller à la disponibilité des instances d'avis, à ce qu'elles aient le temps et les moyens de pouvoir répondre à toutes les demandes d'avis qui vont être sollicitées par les communes, notamment mais dans le cadre de cette circulaire où on va avoir plus de documents à analyser et donc il faut vraiment veiller à ce qu'on ait les moyens de bien analyser tous ces documents en plus. Alors la responsabilité de refuser ou non un projet sur des terrains en principe constructibles, en zone d'aléa, elle est in fine quand même laissée aux communes. Donc c'est elle qui a in fine la marge d'appréciation, le pouvoir d'appréciation, la responsabilité finalement de refuser un projet qui est situé en zone d'aléa et qui serait incompatible avec le risque d'inondation. Et donc il y a un manque d'un cadre réglementaire qui viendrait, donc plan de secteur, guide régional d'urbanisme, qui viendrait définir plus précisément ce qui est encore admissible ou non en zone inondable, avec une compensation éventuelle des moins-values foncières, de façon à ne pas faire porter par les communes le poids de cette décision, le poids de ce refus lié au risque d'inondation. Et puis il y a cette nécessité aussi d'actualiser la carte de l'aléa suite aux dernières inondations. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.